Bonjour, j'ai l'honneur de commencer et pour cela j'aimerais en fait vous présenter David. David, c'est un de nos participants qui, à 9 ans, après un accident de gymnastique, a vu sa moelle épinière contusée. Ça veut dire que maintenant, quand son cerveau envoie une commande vers sa moelle épinière pour activer le muscle des jambes, le signal nerveux est interrompu et se retrouve complètement paralysé. Et pourtant, lorsqu'on induit ce type de lésions sur des modèles précliniques, de rongeurs par exemple, qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a toujours des fibres nerveuses qui sont épargnées. Ici en blanc, les fibres qui viennent du cerveau, la lésion qui est en rouge, on voit bien sur le côté qu'il y a des petites fibres qui sont anatomiquement connectées avec la moelle épinière sous la lésion, mais qui sont en fait fonctionnellement silencieuses. Parce qu'avec ce type de lésion, l'animal reste complètement paralysé pour le reste de sa vie. Et durant les 30 dernières années, la plupart des scientifiques qui travaillent dans ce domaine de recherche ont essayé de faire repousser ces fibres nerveuses, pour avoir encore plus de fibres. Nous, on a complètement inversé le paradigme. Moi, étant de formation ingénieur, en fait, j'ai préféré me focaliser sur les circuits qui sont localisés sous la lésion, donc dans la partie lombaire de votre moelle épinière, au milieu du dos, en fait, qui, eux, sont donc complètement intacts puisqu'ils sont sous la lésion. Mais il leur manque deux sources essentielles de modulation et d'excitation pour être fonctionnels, parce qu'ils sont déconnectés du cerveau. Donc notre idée à l'époque était très simple, c'était d'apporter à la moelle épinière le type d'information que le cerveau donnerait naturellement pour marcher, pour réactiver ces circuits locomoteurs. Alors, au début, on l'a fait de manière très très simple, une vingtaine d'années, avec une pharmacologie qui va vraiment, d'une manière très spécifique, activer les circuits moteurs de la moelle épinière lombaire, qui normalement contrôle les muscles des jambes, et puis pour apporter l'excitation, on applique des stimulations électriques. Sur l'aspect dorsal de la moelle épinière, vous verrez mieux. Et cette synergie était détonnante. L'animal que vous avez vu avant qui était complètement paralysé, maintenant, avec cette stimulation, marche de manière continue. On est dans la stimulation, il redevient paralysé. On rallume la stimulation et immédiatement, l'animal remarche. C'est une approche qui était assez simple. Et après, on l'a rendu beaucoup plus compliqué en vraiment comprenant les mécanismes scientifiques sous-jacents. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a réussi à opérer une transition d'une stimulation qui est continue à une stimulation qu'on appelle spatio-temporelle. C'est-à-dire, on va apporter un système intelligent, on commence à toucher à l'intelligence artificielle, qui va faire, comme je l'ai dit à Harari justement, un hijack de la moelle épinière, c'est-à-dire qu'il va l'activer comme le cerveau le ferait naturellement pour marcher. Donc on a une modulation spatio-temporelle pour activer la moelle épinière. Et ce qu'on observe, c'est que voilà, l'animal est complètement paralysé. On stimule, comme je vous l'ai montré auparavant, d'une manière continue, simple, il remarche, bien sûr, je vous l'ai montré auparavant, mais on est une semaine après cette lésion de la moelle épinière. L'animal va commencer à s'écrouler. C'est là où on va allumer cette stimulation biomimétique, c'est-à-dire naturelle, contrôlée par ce système intelligent qui, quelque part, reproduit la manière dont le système nerveux central active les muscles des jambes. Et vous voyez qu'immédiatement, l'animal se remet à remarcher et on augmente vraiment la vigueur du pas. C'était un moment fondamental parce qu'on savait qu'il fallait appliquer le même type d'approche pour faire maintenant remarcher les patients. Avec bien sûr des challenges incroyables pour passer l'environnement sophistiqué du laboratoire, rongeur, quelque chose qui peut être utile pour des patients. Le premier challenge, c'était la technologie. Vous avez compris, donc on stimule la moelle épinière, on doit moduler l'endroit et le moment dans lequel on stimule la moelle épinière, c'est-à-dire qu'il faut contrôler la stimulation en temps réel, et bien sûr sur un patient, il faut un système implanté dans le corps humain, donc un système contrôlé sans fil, en temps réel, implanté dans le corps. Ce qui n'existait pas à l'époque. Donc on a approché les gens de chez Medtronic, et vous voyez sur cette photo un moment important de ma carrière, en fait, où mes ingénieurs, 3 personnes de l'EPFL, devant, sont en train de regarder sur les oscilloscopes qu'un stimulateur, qu'un pacemaker, quelque part, quelque chose qui peut être utilisé aussi pour la stimulation cardiaque, mais ici plus sophistiqué. Donc ce jour-là, on s'aperçoit qu'effectivement, ce stimulateur qui est rangé dans les tiroirs, qu'on n'utilise pas normalement, peut être utilisé pour stimuler exactement comme on le veut la moelle épinière humaine. Donc, le challenge important, le deuxième challenge, c'est de trouver quelqu'un qui soit capable d'ouvrir les portes de l'hôpital et d'implanter ce type de stimulateur et de me suivre dans cette aventure clinique. C'est là que j'ai rencontré Jocelyne Bloch, une neurochirurgienne fonctionnelle. Ça signifie que c'est quelqu'un
dans son quotidien, met des électrodes dans le cerveau, sur la moelle épinière, dans les nerfs périphériques, pour traiter des maladies neurologiques. Donc, on s'est lancé dans cette aventure ensemble. Le 19 octobre, tout était enfin prêt. Donc, on était dans la salle de chirurgie. Donc, Jocelyne pratique l'opération chirurgicale. Vous la voyez là en action, en train de se préparer. Puis, j'étais là avec toute notre petite équipe, en train de contrôler comment positionner le champ d'électrode, parce que cette localisation doit être extrêmement précise. Et pour ça, on a dû développer aussi tout un ensemble d'algorithmes basés sur l'intelligence artificielle. Vous voyez là ce champ d'électrode qu'on insère comme ça, sous les vertèbres, contre la moelle épinière, et chaque électrode doit être localisé d'une manière précise pour cibler ce qu'on appelle les racines dorsales, peu importe le détail. Et pour ça, donc, ce qu'on fait, c'est que chaque patient, avant l'opération, fait un scan IRM. Et puis, on a un système de deep learning qui va en fait faire un screening de ces scans pour reconstruire en 3 dimensions un modèle du patient. Donc, chaque patient a son modèle personnalisé, in silico, et après, avec le deep learning, on va faire des simulations pour prédire où mettre les électrodes de sorte à cibler les différentes régions de la moelle épinière qui nous intéressent pour activer la moelle épinière humaine. Pourquoi c'est important? Voilà un participant qui est complètement paralysé. On lui demande de faire une extension de la jambe gauche. Il est paralysé, il ne peut pas le faire. Et puis, donc, l'ordinateur, l'algorithme nous dit, si on stimule au niveau rose, là, on va activer la racine qui se projette vers la région de la moelle épinière qui contrôle le quadriceps. On stimule, il ne se passe rien. Mais si lui, maintenant, essaie d'activer son muscle, et bien les fibres qui étaient en fait intactes, mais non fonctionnelles, deviennent fonctionnelles, et quand il le décide, on envoie une commande volontaire vers ses muscles, de façon à réaliser cette extension de la jambe. Alors c'est un mouvement. On peut maintenant imaginer qu'on peut faire la même chose, mais pendant la marche. Alors, ce n'est pas seulement le quadriceps, il faut bien sûr mettre en musique une symphonie d'activation musculaire. C'est vraiment une partition qu'il va falloir rejouer, donc des bursts de stimulation électrique qui vont être délivrés au bon endroit, au bon moment, de sorte à activer la moelle épinière, comme le cerveau le ferait pour marcher. Et voilà maintenant David, au début de son réhabilitation, c'est le tout début, il vient d'être implanté juste quelques semaines. Vous allez voir, la stimulation est allumée. Et là, on ne peut pas vraiment dire qu'il marche parce qu'il y a un soutien corporel, on doit éliminer. Il bouge ses jambes volontairement, on éteint la stimulation, il est rivé au sol, on rallume la stimulation et immédiatement, suivant ses propres termes, il se sent reconnecté avec sa moelle épinière. C'est important ça, c'est pas qu'on induit la marche, c'est pas que l'algorithme reprend le contrôle finalement de l'activation de la moelle épinière, c'est vraiment David qui doit interagir avec l'algorithme. Vous allez le voir très bien dans cette prochaine vidéo, où David, dans la jambe gauche, il est complètement paralysé. Ça, c'est 0, c'est le score moteur. Ça veut dire qu'il ne peut pas du tout activer les muscles de sa jambe. Et puis on lui demande de faire des pas normaux, et puis des pas exagérés. Mais l'algorithme ne change pas. Continue à stimuler de manière normale. Donc des pas normaux, et maintenant on lui dit exagère la hauteur de ton pas. Et alors que normalement il est paralysé, vous voyez que ces fibres nerveuses résiduelles, qui étaient non fonctionnelles, maintenant non seulement elles peuvent activer les muscles des jambes, mais aussi moduler l'intensité de l'activation musculaire. Et ça, c'est important parce que maintenant, on peut entraîner déjà les animaux. Ah oui, je vais vous montrer cette vidéo. Elle est importante. Donc là, vous avez vu David qui remarche avec cet algorithme qui va stimuler la moelle épinière. Et puis on a l'impression que c'est très simple. Et voilà une petite vidéo qui est prise. Excusez-moi, c'est en anglais. Donc David se moque de nous et de tous les ingénieurs qui sont derrière les ordinateurs en train d'optimiser les algorithmes. You know, it's all amateurs here. They're just trying some stuff. They have no clue what they're doing. But they look very intelligent because they're computers, you know. Et effectivement, David étant notre tout premier patient, on ne savait pas encore comment stimuler la moelle épinière humaine, et ça a pris beaucoup de temps pour comprendre comment répondre, etc. Aujourd'hui, on a des algorithmes, l'intelligence artificielle, c'est exactement l'algorithme dont on a parlé avant, qui, en quelques minutes, optimise la stimulation, sans que nous, on n'ait rien à faire. Ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'un cerveau humain, finalement, pour avoir au moins la base de la stimulation électrique. Et on espère qu'on fera encore mieux à l'avenir. Donc, comme je disais, pourquoi c'est important? Parce que maintenant, immédiatement, on a quelqu'un qui, plutôt d'être paralysé, pour remarcher. Et on entraîne.
Vous voyez, si on entraîne un rat qui normalement est paralysé, après quelques mois d'entraînement, le rat se met à remarcher volontairement vers un délicieux morceau de chocolat suisse qu'on met à l'extrémité de la piste de marche. Et ça, c'est avec la stimulation électrique, mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que après quelques mois d'entraînement, en encourageant l'animal, il récupère aussi sans stimulation électrique et sans soutien corporel. Vous voyez l'animal avec ses conclusions très sévères de la moelle épinière, qui là juste en fait, traîne son corps le long de la piste de marche avec les jambes paralysées, et l'autre qui a été entraîné quelques mois, qui n'est pas normal, en fait il y a des déficits, mais il tient debout, il soutient son poids, il y a un équilibre. Donc on parle maintenant, non pas d'un système qu'on appelle neuroprosthétique, comme vous l'avez vu, la stimulation permet de récupérer une fonction perdue. Maintenant on parle d'une vraie récupération neurologique, c'est-à-dire que le système nerveux central s'est forcément réorganisé pour permettre au cerveau de récupérer le contrôle moteur. Est-ce qu'on peut observer la même chose sur des patients? On a entraîné David ici. Et comme vous voyez, c'est un entraînement extrêmement intense. C'est la volonté qui est mise dedans. Ce n'est pas un entraînement automatique à la base d'exosquelette, comme vous pouvez le voir, où tout est très automatisé, fait par le robot. Là, c'est vraiment, grâce à cette stimulation, David qui s'entraîne intensément. Et là, il se passe la même chose que sur des rongeurs. David, alors que pendant 8 ans, il ne pouvait pas du tout activer l'ensemble des muscles de sa jambe, un matin, arrive au laboratoire et nous fait une surprise. Right? So Gonzalo asked me how long I slept last night. I said 6 hours, but it was 5. Because I woke up and checked the toilet on the left. Pour la première fois, il est capable de bouger légèrement sa jambe paralysée, sans aucune assistance, sans aucune stimulation. I would just train for 2.5 hours. And it still works. It didn't work more before. Yep. Maybe some plasticity, huh? Let's see. Yep. Vous voyez un tout petit mouvement, peut-être un petit mouvement pour David, un grand mouvement pour la paralysie, parce que c'est la toute première fois qu'on a observé ça dans le champ de recherche sur les lésions de la moelle épinière. Et ça, c'était le tout début, c'était après 2 mois de réhabilitation. Et quelques mois plus tard, David, sans stimulation électrique, sans soutien corporel, est capable de faire maintenant quelques pas entre des barres parallèles, c'est-à-dire des problèmes d'équilibre, mais une récupération neurologique qui clairement n'a jamais été observée auparavant. Et la question devient, quels sont les mécanismes scientifiques, comment est-ce possible? Alors, c'est difficile de vraiment l'observer directement sur des patients, mais on peut le faire très bien sur des rongeurs. Et en particulier ici, à Campus Biotech, avec le centre VIS. M. VIS a donné fait une donation importante pour créer un centre ici, à Campus Biotech. On a créé en fait une capacité qui est presque unique au monde pour pouvoir visualiser l'ensemble du système nerveux central sans couper le cerveau ou la moelle épinière. En fait, en 15 minutes, on rend le cerveau et la moelle épinière complètement transparent, on labellise les voies nerveuses avec les virus. En fait, ça nous permet de voir toutes les connexions nerveuses en 3D sans aucun biais expérimental, parce que rien n'est coupé. Et grâce à ça, on a pu montrer qu'il y a une énorme repousse des nerfs. Alors, ce n'est pas une régénération à travers la lésion, c'est une réorganisation un peu partout dans le cerveau, le tronc cérébral et la moelle épinière. Comme un enfant va apprendre à contrôler son système nerveux central, cette stimulation permet aux patients de développer des nouvelles connexions pour contrôler la marche. Je dis, on ne peut pas vraiment le montrer sur des patients, mais la seule façon, quelque part, d'expliquer les récupérations de David et de nombreux autres participants, on en a 9 comme lui maintenant, c'est que les fibres nerveuses repoussent et donc augmentent la connectique, la communication entre le cerveau et la moelle épinière. Alors cela dit, David et les autres marchaient beaucoup mieux avec la stimulation électrique. Donc ils voulaient absolument pouvoir continuer à utiliser cette stimulation pour s'entraîner, voire même dans leur vie quotidienne. Donc on a développé un système où ils portent un mini-ordinateur qui contient donc l'algorithme à la ceinture. Et puis, grâce à une montre connectée, ils peuvent sélectionner les activités, ce qui va déclencher le système de stimulation. Et étonnamment, Swissmedic, le système de régulation des systèmes médicaux implantés en Suisse, nous a donné l'autorisation de laisser David et les autres à utiliser ce système en dehors du laboratoire. Stim on. Okay, start
have sent you a plant. Alors on voit qu'on est très loin d'une marche normale, mais il se sent comme ça de marcher pendant très longtemps. L'algorithme est en train de stimuler la moelle épinière, synchronisé avec le mouvement de ses jambes. Et bien pour mettre en avant que c'est pas seulement une vidéo commerciale, ça peut vraiment être appliqué dans la vie quotidienne. Il y a quelques mois, David est venu participer à l'événement Wings for Life, c'est Red Bull qui organise une course à travers le monde entier où les gens courent contre la paralysie. Et ce jour-là, David était sur la ligne de départ avec la stimulation électrique. Vous voyez le sourire sur son visage, à quel point pour lui c'était important ce jour-là de contribuer comme ça avec l'ensemble de la communauté, les gens qui sont atteints de paralysie, à cet événement international. Alors là, il y a encore un problème fondamental quand même, c'est que l'algorithme, comme je vous le dis, est synchronisé avec les intentions de David, mais tout ça c'est fait d'une manière qui est un peu artificielle, c'est des petits capteurs sur les pieds, c'est pas extrêmement précis, ça ne permet pas non plus à David de vraiment bien pouvoir ajuster les stimulations électriques pour pouvoir faire d'autres activités, du vélo, se tenir debout, marcher, etc. Le mieux, ce serait quelque part de reconnecter le cerveau directement avec le système de stimulation électrique. À la sorte de la science-fiction, on a essayé ce type d'approche sur des modèles de primates. Insérer des électrodes intracorticales, donc on a des petites fibres qui viennent se mettre dans la région du cerveau qui normalement contrôle la moelle épinière et donc le mouvement des jambes. Et on enregistre les signaux électriques sans fil, ça va vers un ordinateur où il y a une machine intelligente qui décode quelque part entre guillemets la pensée du singe, c'est-à-dire que le mouvement qu'il désire réaliser. Et puis l'ordinateur renvoie ça au système de stimulation électrique qui va stimuler de sorte à induire les mouvements que désire faire le singe. Ce qu'on appelle une interface cerveau-moelle épinière. Alors ça vous semble peut-être de la science-fiction, mais voilà donc un primate qui a une lésion transitoire, on minimise l'impact sur l'animal, lésion transitoire, paralysie de sa jambe droite. Dès qu'on allume le pont digital, vous voyez que, un petit problème avec la vidéo, il n'est pas parkinsonien, normalement ça marche très bien, il peut marcher sans aucun entraînement. C'est 6 jours après la lésion, on éteint le pont digital, et vous voyez qu'il redevient paralysé. J'imagine que vous avez tous des craintes de mettre des ordinateurs dans votre cerveau, c'est les intentions effectivement de Neuralink, donc Elon Musk, vous savez, il a créé une compagnie en Californie pour mettre des ordinateurs dans le cerveau des gens, c'est les grandes craintes de M. Harari, toutes ces données cérébrales, ces cerveaux connectés à travers le monde qui vont ouvrir des perspectives incroyables pour le futur. Moi personnellement j'ai toujours adopté l'attitude d'embrasser le progrès, et j'ai toujours eu cette vision que finalement les systèmes, la cité et les scientifiques s'organisent de sorte à avoir une approche éthique et de faire en sorte que ces avancées scientifiques soient aussi un progrès pour l'homme. Et à ce stade, on pousse effectivement ce concept-là. Et ce qui est important pour moi avec cet auditoire ici, on connaît aussi la sensibilité de la recherche sur les animaux, ici dans le canton de Genève. Et je vous ai montré un peu de recherche sur les rongeurs qui a apporté cette marche vers David. Il faut savoir qu'en fait, il y a toute une chaîne d'événements qui doivent se mettre en place. Il faut vraiment comprendre la recherche fondamentale sur les souris, l'amplifier sur les rats. Et puis, c'est essentiel en recherche, en neurosciences, d'avoir ce passage sur les primates. Il a été essentiel pour nous. Sans cette recherche, on ne serait jamais passé des rongeurs à l'homme. Et puis, cette recherche clinique, et finalement, des startups, parce qu'au milieu académique, on ne sera jamais capable d'amplifier de sorte à vraiment développer des thérapies. C'est vraiment le cycle translationnel. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, c'est bidirectionnel. Il faut sans arrêt revenir en arrière pour utiliser le bon modèle, pour comprendre les mécanismes, optimiser les thérapies, les technologies, et puis vraiment avoir le meilleur impact possible sur les patients humains. Il faut vraiment respecter cette chaîne et soutenir la recherche sur les modèles animaux qui sont mis en challenge en ce moment par de nombreuses initiatives populaires. Merci pour votre soutien et imaginez 2 secondes le futur avec moi. Rêvez un petit peu, quelqu'un qui a besoin d'un moelle épinière, on lui met comme ça ce système de stimulation électrique, on lui met aussi ses implants dans le cerveau pour savoir
qu'est-ce qu'il désire faire avec ses jambes paralysées. Et puis, on va connecter ces pensées décodées par ce système d'intelligence artificielle avec l'autre ordinateur qui stimule la moelle épinière, de sorte à permettre cette connexion et entraîner les patients, de sorte que les nerfs repoussent. Les nerfs repoussent et que cette technologie soit complètement intégrée dans les activités du système nerveux central, de sorte que David, comme vous et moi, allez travailler en buvant son café au milieu de Genève. Ça reste un rêve pour le moment, mais j'espère qu'on y arrivera dans les années qui viennent. Merci beaucoup.